Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de livres que j'avais pas aimés. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, posée pour vous parler de mes dernières lectures. Je me suis dit que j'allais vous tenir au courant sur mes emprunts bibliothèque qu'il va falloir que je rende bientôt, que j'aurais peut-être dû rendre plus tôt d'ailleurs s'il n'y avait pas eu le confinement, mais bon, j'ai quand même eu le temps de lire pas mal de choses, je vais vous montrer tout ça. C'est un update lecture un petit peu en dents de scie, il y a eu du très bon, du pas mal, du... bof. J'espère que ça va vous plaire et que surtout ça fera pas trop redite par rapport à la vidéo où je vous avais montré toutes ces lectures. Mais bon, je les avais pas encore lues et maintenant c'est chose faite, donc si vous attendiez un petit retour, le voici. Je vais peut-être commencer par vous montrer ce que je n'ai pas eu le temps de lire parce que c'était un petit peu ambitieux quand même, hein. J'avais emprunté 13-14 livres. Donc j'ai pas eu le temps de lire La justice de l'ancillaire, on voit rien du tout, de Ann Leckie, puisque j'ai pas eu le temps tout simplement, je me suis lancée dans d'autres lectures entre temps. Mais bon, rien de perdu, puisque c'est la bibliothèque, donc je les réemprunterai un jour si j'ai envie. J'ai pas eu le temps de lire non plus Spin de Robert Charles Wilson. Ça je le regrette un petit peu puisque je pense que j'aurais adoré, mais encore une fois il est très très gros, il fait plus de 500 pages. Ouais, il fait 550 pages et j'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre puisque j'ai été bien occupée en termes de lecture. Un manga dont je ne pourrais pas non plus vous parler, si ce n'est pour vous dire que j'adore les dessins puisque je suis en train de le lire, je le terminerai avant de le rendre, donc je vous ferai peut-être un petit retour plus tard, mais c'est Le Sauveteur de Jiro Taniguchi que j'aime beaucoup pour le moment. Les dessins sont très très beaux comme je viens de vous le dire, c'est assez dense mine de rien. Et je pense que ça va être pas mal du tout. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les lieux dans lesquels ça se passe. C'est très urbain, je pense que ça va me plaire. Et puis maintenant on va enfin enchaîner avec tout ce que j'ai lu et des livres sur lesquels j'ai un avis, c'est quand même mieux pour une vidéo update. Et je commence avec Sous le ciel de Tokyo de Seihō Takizawa. Alors on va faire comme pour la vidéo Pumpkin, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais si vous voulez voir les dessins, je vous renverrai encore une fois vers une autre vidéo. Donc là ce sera ma vidéo Bibio Book Haul, je vous avais fait des petits encarts. Sous le ciel de Tokyo, c'est un manga en 2 volumes, donc c'est trop bien puisque du coup j'ai tout lu. On est en 1943 à Tokyo, donc on est un peu au milieu de la Seconde Guerre mondiale pour le Japon, qui est en train de perdre la guerre tout simplement contre les Américains. Ils se font complètement laminé. Et nous on va suivre un pilote qui fait partie de l'armée de terre. On va suivre également sa femme, c'est les deux personnes que vous voyez sur la couverture. Ce pilote avait travaillé jusqu'à présent en Birmanie, l'actuel Myanmar, et il retourne à Tokyo, il est muté chez lui, il va donc retrouver sa femme et on va les suivre dans leur vie quotidienne. C'est un récit qui est très coupé 50-50 entre des scènes très militaire, qui parle beaucoup voilà, d'avions de chasse, qui parle de la guerre, qui parle de matériel aérien, militaire. Et puis on a ces scènes conjugales qui parlent plus de la vie de tous les jours, de comment vit un couple finalement quand l'homme fait la guerre et quand la femme reste à la maison. J'ai trouvé ce récit hyper touchant. Alors moi déjà toutes les parties sur l'armée, sur l'aviation, ça m'a beaucoup intéressée, même si j'y connais rien, on sent que c'est très très bien documenté. On voit à quel point le Japon est en difficulté parce que les Américains ont du matériel de meilleure qualité et au final on voit que le Japon perd la guerre non pas à cause de stratégie militaire, mais vraiment parce qu'ils n'ont pas les moyens de combattre les Américains. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de suivre le point de vue des Japonais parce que finalement c'est pas un point de vue que j'ai eu l'habitude de voir ou d'étudier ou même dans la fiction, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu. Donc toute cette partie là plutôt militaire, stratégique, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le seul truc peut-être que je pourrais reprocher à ce manga, c'est que les scènes sont très fugaces. On passe vraiment d'une scène militaire à une scène de vie conjugale. Ça se fait en l'espace de 2-3 pages et parfois, à peine je commençais à comprendre ce qui se passait, on était déjà en train de passer à autre chose. J'ai beaucoup aimé ce côté vie de couple en fait, vie de tous les jours dans un Tokyo sur lequel la menace
pèse tous les jours, la menace des bombardements, la menace des Américains. J'ai adoré le personnage féminin, Mariko, qui est la femme donc de ce pilote. On est dans une société qui est empreinte de sexisme ordinaire et de sexisme un peu moins ordinaire. C'est quelque chose qui peut faire grincer des dents, mais en même temps on est dans les années 40, donc je m'attendais pas à des prouesses de féminisme forcément. Voilà, à un moment donné, faut remettre les choses dans leur contexte. Les choses étaient comme ça et on n'y peut pas grand chose. Alors en 2020, ça fait un petit truc de lire ça, on se dit ah oui, c'est sa femme, mais c'est aussi sa bonne, quoi. Et en même temps, se dégage de ce personnage féminin beaucoup d'indépendance, beaucoup de force, et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, elle est là à attendre que son mari rentre le soir, et elle lui prépare son bain, et elle lui prépare son dîner, et elle lui prépare son déjeuner quand il va au travail. Mais c'est pas que ça, c'est un personnage qui a plein de facettes que j'ai trouvé très intéressant, espiègle, très intelligent. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que leur histoire d'amour, elle est très touchante aussi. Alors encore une fois, c'est pas une histoire d'amour 2.0, hein. C'est une histoire d'amour des années 40, donc voilà, avec toujours ce petit ascendant quand même qu'a l'homme dans le foyer, mais malgré tout j'ai trouvé que c'était une relation empreinte d'énormément de respect des deux côtés envers chacun, de beaucoup d'estime et de beaucoup de tendresse, et j'ai vraiment adoré ce manga en fait. Si le sujet vous intéresse, je vous le recommande vraiment. Je pense que je vais me pencher sur ce qu'a fait l'auteur, puisque il est dit à la fin de son manga qu'il aime beaucoup ces deux personnages et qu'il aurait aimé les faire vivre dans d'autres univers. Donc si c'est le cas, moi je vais aller voir ça puisque ça m'intéresse beaucoup. Un roman qui avait très bien commencé pour moi, c'est Perdido Street Station de China Miéville. Perdido Street Station, c'est un livre inclassable, je trouve. C'est un univers inclassable. On a l'impression d'être dans de la SF et en même temps ça pourrait tout aussi bien être de la fantasy urbaine, et d'ailleurs il me semble que l'univers et l'œuvre de China Miéville a donné nom à un genre qui s'appelle la weird fiction, donc la fiction chelou, et c'est tout à fait ça, puisqu'ici on est dans un univers extrêmement bizarre que moi j'avais jamais eu l'occasion de découvrir, puisque c'est la première fois que je lis un livre de cet auteur. L'action se passe dans une ville chaotique. C'est une ville immense dans laquelle évoluent plein d'espèces différentes. China Miéville a vraiment construit un univers hyper foisonnant, hyper original, absurde même, un peu grotesque. Je lis 15 pages de ce livre et je me dis waouh, qui est cet auteur, parce qu'on sent qu'il y a des concepts sociologiques hyper forts, hyper recherchés, hyper documentés, même si on est dans un univers de fiction. On sent qu'il y a des concepts biologiques, scientifiques, technologiques, politiques, peut-être un petit peu moins parce que la politique est pas tant présente que ça dans ce tome 1. Mais ouais, déjà dès les premières pages, je sens qu'il y a une grosse patte derrière ce récit, qu'il y a un cerveau, et je fais mes petites recherches, je me rends compte que China Miéville est ethnologue de formation, et tout de suite ça fait sens parce que même si on est dans un univers fictif comme je le disais, on sent que le mec, il sait de quoi il parle. Il invente une espèce, mais il y a toute une réflexion derrière. Il n'y a rien qui sort de nulle part, et ça j'ai adoré parce que du coup, tout ce que je pourrais trouver difficile à avaler, et ben c'est justifié finalement. On a par exemple un de nos personnages principaux qui est mi-humaine, mi-insecte. C'est une femme qui a une tête de scarabée et un corps humain. Alors moi je suis vraiment pas très branchée anthropomorphisme, hybride, c'est pas trop mon délire. J'ai beau aimer l'imaginaire, mais là je trouve que, je sais pas, c'est juste, ça me parle pas, et pourtant là, China Miéville, il m'embarque. Et je me dis ok, et je me laisse porter. On est dans une histoire un petit peu complexe, dans laquelle on va suivre un homme qui est un scientifique un petit peu déjanté, dont le travail fait beaucoup parler de lui, pas forcément en bien, parce qu'il est voilà, il a ses petites méthodes, il a ses croyances, il est pas très orthodoxe, on va dire finalement. Et un beau jour, un homme oiseau, voilà,
un mi-homme, mi-oiseau. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'espèces un petit peu bizarres. En gros, toque à sa porte pour lui demander de lui rendre ses ailes puisqu'il a été mutilé. Il n'a plus d'ailes, ses ailes ont été coupées. Et pour lui ne pas pouvoir voler, c'est comme si nous on ne pouvait plus respirer. Donc on va suivre ce scientifique dans ses péripéties, dans ses recherches scientifiques pour savoir comment il va pouvoir redonner des ailes à cette créature. Donc voilà, on a tout un truc technologique. De l'autre côté on va suivre du coup sa compagne qui est la fameuse femme insecte qui elle aussi est embarquée dans des péripéties de son côté un petit peu étranges. On a un gouvernement dont on ne sait pas grand chose qui fait des petites magouilles scientifiques dans son coin. Et puis je lis et je me laisse embarquer et je me dis j'attends que tout ça se recoupe un peu et que ça décolle. Et je lis, je lis, je lis, je lis, je lis beaucoup et au final il ne se passe rien. Puis j'arrive quand même à plus de la moitié et je me dis j'ai une tolérance quand même pour les récits qui prennent leur temps, mais là c'est un petit peu long. Donc je fais mes petites recherches sur Perdido Street Station et je me rends compte qu'en fait en VO c'est un one shot et qu'on nous a écrit tome 1, mais ce n'est pas un tome 1, c'est une partie 1 d'un livre qui a été publié en one shot en VO. Et là je me dis pourquoi les maisons d'édition font ça? Moi quand je me lance dans un livre qui s'appelle tome 1, livre 1, je m'attends à avoir un début, un milieu et une fin. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'ai dépassé la moitié et j'attends que ça décolle, mais au final, je suis qu'à un quart du livre original, donc forcément, il se passe pas grand chose. Et du coup, j'ai commencé à perdre un petit peu d'intérêt puisque je me suis dit, j'ai pas la partie 2 avec moi. D'ailleurs le livre est pas très gros, hein. Il fait même pas 400 pages donc je comprends même pas spécialement pourquoi il a été coupé en deux au final. Et vraiment je trouve ça trop dommage de pas le préciser parce que si j'avais su j'aurais soit pris la partie 2 tout de suite, soit je l'aurais pas pris du tout parce qu'en fait je me suis arrêtée en plein milieu d'une histoire, mais je me suis essoufflée puisque ça n'avançait pas et ça m'a frustrée de m'arrêter en plein milieu. Je sais même pas si je lirai la suite au final parce que même si l'univers est hyper intéressant, je sais pas si j'ai envie d'aller farfouiller pour trouver la partie 2 et il va falloir que je me replonge dedans et voilà, je suis pas sûre que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. En tout cas je retiens China Miéville puisque j'ai aimé ce qu'il m'a proposé, j'aime son style, j'aime tout ce qu'il a réfléchi dans son bouquin et je pense qu'il a plein de choses à nous proposer et je me pencherai peut-être sur d'autres œuvres, peut-être que je lirai la suite un jour, je sais pas, mais là au niveau de l'édition je trouve ça dommage, j'aurais aimé vraiment savoir que j'allais pas avoir le fin mot de l'histoire tout de suite. Deux petits mangas sur lesquels je vais passer en vitesse parce que je les ai beaucoup aimés et que ça fait déjà 20 minutes que je parle pour deux livres. On adore BL Métamorphose de Kaori Tsurutani qui nous raconte l'histoire d'une petite grand-mère qui tombe par hasard sur un yaoi, donc un manga qui raconte une histoire d'amour entre deux garçons. Elle va adorer cette histoire, elle a envie de dévorer tous les tomes et elle va se lier d'amitié avec la petite libraire qui lui vend des mangas. C'était un récit tout doux, tout mignon, j'ai hâte de voir ce qui va leur arriver, j'ai trop envie qu'il leur arrive plein de choses trop cool, qu'elles puissent rencontrer des auteurs, qu'elles aillent à des festivals, à des conventions, ça va être trop bien je pense. Et puis j'ai lu Histoire de Kizaeng de Kim Dong-hwa. Pardon pour la prononciation si c'est pas exact, et j'imagine que c'est pas du tout exact. Ici on va suivre l'histoire de l'équivalent des geishas coréennes. C'était très intéressant, j'ai adoré les dessins. On suit deux petites filles qui sont prises en apprentissage chez une dame qui va faire d'elles des futures geishas. Je ne me souviens même plus du nom en coréen, c'est aberrant. Pour l'instant j'ai lu que le premier volume, je lirai le deuxième avant de le rendre et puis j'en profiterai pour prendre le troisième, c'est une série en 3 tomes. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir
cette petite vue sur la Corée de cette époque, parce que je connais pas du tout. Les personnages sont sympathiques, les dessins sont magnifiques, je lirai la suite avec plaisir. Maintenant je vous parle d'une énorme déception, d'un livre que je n'ai pas du tout aimé et que j'ai même abandonné. J'ai l'impression que soit on adore, soit c'est pas fait pour toi et tu n'accroches pas. Je vous parle de Morwena de Jo Walton. Je n'ai pas du tout aimé ce livre. Comment dire? Morwena, c'est l'histoire d'une jeune adolescente, elle a à peu près 15 ans, qui a perdu sa sœur jumelle, donc tragique, et qui est envoyée chez son père qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie, puisqu'il se trouve que sa mère est complètement folle et que la famille de sa mère, avec qui elle a toujours vécu, ne peut plus s'occuper d'elle, donc elle est envoyée chez son père. Son père à son tour va l'envoyer dans un internat dans le fin fond de la campagne anglaise, et elle va devoir s'adapter à sa nouvelle vie, elle va devoir gérer son deuil et surtout elle va devoir gérer sa mère qui donc, comme il nous les racontait, est folle et qui va commencer à lui envoyer des photos d'elle où Morwena sur les photos est brûlée. Il y a toute une dimension magique, apparemment Morwena peut voir les fées. Et on nous dit aussi que sa mère est une sorcière et donc j'imagine que voilà, les photos brûlées ce n'est pas anodin. C'est un livre qui est raconté sous forme de journal et je pense que là c'est le premier problème que j'ai eu, c'est-à-dire que pour moi Morwena c'est le journal d'une adolescente qui adore la littérature, qui adore l'imaginaire, qui parle de livres. Et ça s'arrêtait un peu là en fait. Il se passait absolument rien et je me suis dit je vais pousser jusqu'à la page 150 puisque le livre fait à peu près 300 pages. Donc je me suis dit je lui laisse sa chance jusqu'à à peu près la moitié. Et même pour arriver à la moitié c'était de la torture. Non seulement j'ai pas aimé le style, mais là je ne vais pas en tenir rigueur à l'autrice puisque je pense que le style il est fait exprès. En fait il y a pas de style. C'est raconté à la première personne. Déjà c'est un truc qui me rebute, à moins que le style soit magnifique et que ce soit très bien écrit. J'ai du mal avec les récits à la première personne. Tu vas me dire forcément c'est un journal, bien sûr. Donc je me dis, bon je me laisse porter, j'arrête pas un livre juste parce que c'est écrit à la première personne, c'est complètement ridicule. Mais du coup, style inexistant puisque c'est le journal intime d'une adolescente de 15 ans et je vais pas dire que on peut pas bien écrire quand on a 15 ans, ce serait pas très réaliste quand même d'avoir de grandes envolées lyriques je pense, vu que le format ne s'y prête pas vraiment. Donc pourquoi pas, mais encore une fois voilà ça me laisse de marbre et puis surtout il se passe rien. Voilà, moi je pensais que la mère de Morwena allait avoir une grande place dans cette histoire puisque c'est soi-disant une sorcière, elle lui envoie des photos d'elle où elle est brûlée. Je me suis dit, putain trop bizarre, il va se passer des trucs de ouf, et pas du tout. On suit le quotidien d'une jeune adolescente dans un internat et il se passe rien dans sa vie en fait. Le personnage est sans grand intérêt pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré le personnage de Morwena, moi je suis complètement passée à côté. C'est vraiment une question de sensibilité je pense, hein. Elle m'a pas touchée et je pense pas qu'il faille aimer un personnage ou s'y attacher pour aimer un livre, mais je pense qu'il faut au moins ressentir un truc. J'avais l'impression de lire des carnets de lecture en fait, et c'est comme si j'avais trouvé un journal intime dans le métro et que j'avais commencé à le feuilleter, mais je me disais ça ne me regarde pas et en plus ta vie n'est pas si intéressante que ça, donc bye. Et puis ensuite on a eu quand même une petite scène très creepy, hein, on va quand même la mentionner, dans le début du roman où Morwena part en vacances avec son père, donc son père qu'elle n'a jamais connu, qu'elle a rencontré il y a peu. Ils sont dans une chambre d'hôtel et Morwena dort. Son père rentre un petit peu plus tard, bourré, en larmes, et il est écrit qu'il essaie d'entrer dans son lit et de l'embrasser. Moi, mais naïve comme je suis, je me dis genre, ah le papa, il a bu et l'alcool l'a fait un peu bad tripper et il a pensé à toutes ces années qu'il a perdues avec son enfant, à sa petite fille. Il monte et il lui fait un bisou quoi, en mode un papa qui fait un bisou à sa fille qui a des remords peut-être parce que ils n'ont rien partagé ensemble. Que nenni, le mec voulait essayer de coucher avec elle, voilà. Et ça, c'est balayé dans le roman en 2 phrases.
en mode. J'ai dit non parce que ça pose des problèmes de consanguinité, mais en soi mon père c'est un étranger, donc au pire où est le problème? Pardon? Et ensuite on n'y fait plus allusion, mais j'étais choquée. Donc je suis allée jusqu'à la page 150 et puis ensuite j'ai arrêté les frais. Je suis allée me renseigner un petit peu sur Goodreads pour voir ce qui se disait, parce que je me suis dit bah, est-ce que je suis folle, est-ce que je suis passée à côté d'un truc, est-ce que j'ai rien compris, est-ce qu'il y avait un message caché dans ce roman? Et non en fait, vraiment, soit on adore, soit on est comme moi et on se dit bref, je pense que vous avez compris. Morwena, gros fail pour moi et vraiment je ne m'y attendais pas, mais en même temps bah, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Hein. Franchement je suis encore perplexe. Je regardais le livre là comme si j'avais trouvé des réponses, mais non. Je peux pas dire que je le recommande pas, encore que cette histoire d'inceste est très problématique et m'a beaucoup dérangée. Mais ouais, je pense, ne vous plongez pas dans Morwena en pensant trouver de l'action, de la sorcellerie, de la magie. C'est le journal intime d'une adolescente de 15 ans qui raconte sa life et les livres qu'elle a lus. Voilà. Je vous propose qu'on finisse quand même sur une meilleure note avec Kazuo Umezu. J'ai lu hier soir Le Vœu Maudit que j'ai absolument adoré. Le Vœu Maudit, c'est en fait un recueil de plusieurs histoires d'horreur. Vous avez donc 7 histoires horrifiques qui ont été écrites par le mangaka entre les années 70 et 90 qui tablent toutes sur, et c'est ça que j'ai trouvé génial, nos peurs les plus primaires d'enfants dont je pense on ne se débarrasse jamais, même devenu adulte, et c'est ça qui va toucher une corde chez chacun d'entre nous je pense. Et d'ailleurs, petit aparté, mais si vous avez des enfants à la maison, c'est clairement pas le manga à laisser traîner à leur portée, puisque rien que la couverture, moi je la trouve terrifiante. Je vais peut-être juste vous raconter le résumé de la première histoire, puisque c'est celle qu'on voit sur la couverture, et puis ça va vous donner un petit semblant de la vibe de ce recueil. Dans Le Vœu Maudit, on suit donc un petit garçon qui va à l'école mais qui n'a pas beaucoup d'amis et qui un jour trouve dans la poubelle une espèce de bout de bois un peu rond qui peut avoir la forme d'une tête avec beaucoup d'imagination. Il récupère ce petit morceau de bois et il décide d'en faire une poupée. Mais le mec il s'arrête vraiment pas à juste une tête, il fait une poupée grandeur nature avec des cheveux, un corps, sauf que je sais pas ce qui lui passe par la tête, hein, mais son petit do it yourself il est légèrement flingo quand même puisque la poupée ressemble à ça. Hein. Voilà. Sa maman s'inquiète un petit peu et j'avoue que moi si ça avait été mon enfant aussi, je pense qu'au bout d'un moment j'aurais envisagé un petit rendez-vous chez le psychologue. Et son vœu le plus cher à ce petit garçon, c'est que sa poupée prenne vie pour enfin avoir un ami. Je m'arrête ici pour le résumer parce que je pense que vous pouvez à peu près deviner ce qu'il va se passer. Et j'ai trouvé ça absolument terrifiant et en même temps brillant. Kazuo Umezu arrive à nous faire flipper en fait en à peine 2-3 pages. Et ça marche extrêmement bien. Quasiment toutes les histoires mettent en scène des enfants ou des jeunes adolescents, très jeunes adultes. Et ce que j'adore, c'est que vraiment ça table sur des peurs un peu absurdes, des peurs surréalistes finalement, puisqu'il n'y a rien de réaliste dans ces petites histoires. C'est vraiment le genre de truc qui nous faisait flipper quand on était gamin, dont on pourrait faire des cauchemars la nuit. Et en même temps, il y a toujours une espèce de petit message un petit peu plus philosophique qu'on appréciera plus en tant qu'adulte. De toute façon, comme je le disais, c'est pas pour les enfants. Hein. J'ai vraiment adoré ce petit recueil, je trouve que les dessins sont magnifiques, les planches elles sont toutes assez diverses donc c'est hyper dynamique à lire. Vraiment c'est très efficace en termes d'horreur je trouve et j'ai hâte de lire d'autres titres de Kazuo Umezu et j'aime bien ce côté assez enfantin qu'il a d'aborder ces histoires puisque j'ai lu aussi Je suis Shingo qui met également en scène des enfants et je trouve ça génial parce que ça nous replonge vraiment dans tout ce qu'on pouvait ressentir en bien ou en mal quand on était gosse et
Et j'aime beaucoup ça, voilà, tout simplement. Très bonne lecture que je vous recommande vivement. Et voilà, c'est tout pour cette update. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et si vous les avez aimés ou pas. Bref, j'espère que vous faites de belles lectures et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!